une annonce parfaite, il n'y aurait qu'une seule réponse avec un candidat qui va jusqu'au bout et qui est engagé. Cactus, le podcast qui pique les RH. Le parfait recruteur existe-t-il ? Bonjour à tous, aujourd'hui avec nous pour ce nouvel épisode de Cactus, Yann Daniszewski, spécialiste en expérience candidat et chasseur de dinosaures du recrutement. Bonjour Yann. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Merci d'être venu pour ce podcast. Première question, donc on va s'intéresser sur le recrutement. Toi, quel est ton parcours ? Alors moi, j'ai un parcours qui est extrêmement atypique. J'ai fait énormément de travaux différents. J'ai été barman, j'ai été photographe, j'ai travaillé dans le recrutement, j'ai été vendeur dans un magasin de costumes de mariage, ce genre de choses. Mais pour être plus centré sur le recrutement, en fait, j'ai voulu commencer le recrutement il y a environ une dizaine d'années, en suivant une formation en RH. Et je m'étais aperçu à l'époque que ça m'avait pas du tout apporté ce que j'attendais d'un point de vue recrutement. Où vraiment, moi, je m'attendais à savoir comment trouver un candidat, comment l'évaluer en entretien, etc. Et c'était des choses qu'on m'avait pas du tout enseignées à ce moment-là. Et c'était assez décevant. Et en fait, récemment, j'ai pu suivre la formation de l'école du recrutement, qui est orientée là-dessus, vraiment sur le recrutement, comme porte son nom. Et c'est là que j'ai pu apprendre en fait tout ce que je voulais savoir sur le recrutement, même au-delà. Ok. Et pourquoi t'as été attiré par le recrutement justement ? Alors à la base, c'était vraiment pour l'aspect un peu détective, on va dire, d'aller chercher les candidats, de trouver la bonne personne pour le bon poste, ce genre les enjeux stratégiques, on va dire. Ouais. Ok, si je prends la bonne personne, ça va m'aider mon entreprise à grandir, et il faut que je lui trouve la bonne place, qu'on arrive à bien organiser les choses. Et après, il y a eu tout l'aspect, on va dire, philosophique qui est rentré en compte, notamment autour de l'expérience candidat, qui est devenu quelque chose de très important pour moi. C'est sûr. Qu'à l'époque, je n'avais pas du tout en tête, en fait. Ouais, je me doute. Et pour toi, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon recruteur et comment, en fait, on le distingue d'un mauvais ? Alors là, vaste question. Déjà, il faut avoir deux concepts en tête. C'est que le bon recruteur, ça dépend de quel point de vue on se place. Si c'est du côté de l'entreprise, le bon recruteur, c'est celui qui va réussir à remplir les objectifs. Si on doit recruter 100 personnes et qu'on recrute les 100, c'est ça un bon recruteur pour une entreprise. Oui. Après, est-ce que derrière, pour un candidat, ça va être le bon recruteur ? Ça, c'est pas forcément le cas, mais ça commence à se rejoindre petit à petit et les enjeux des deux camps commencent à se rejoindre, parce que notamment, on se rend compte que l'expérience candidat, ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Évidemment. Notamment Virgin, qui a fait une étude par rapport à ça, qui s'est rendu compte qu'il perdait 4 millions par an du fait des mauvaises expériences candidats. Ouais, c'est sûr. Donc, juste parce qu'il mauvaise réputation. Il faisait pas de retour après l'entretien. D'accord. Il perdait 4 millions à cause de ça, parce que les personnes derrière se désabonnaient, allaient chez un concurrent, disaient à leurs proches, allez pas là-bas, etc. Et ils perdaient 4 millions juste parce qu'ils disaient pas, juste non. Ouais, c'est énorme. Donc, 4 millions, moi, je les prends, Bien sûr. Et quels sont tes conseils pour optimiser un recrutement ? Pour optimiser un recrutement, qu'est-ce que tu entends par optimiser un recrutement exactement ? Pour qu'un recrutement se passe bien, des conseils que tu as pu acquérir par ton expérience, pour toi, sont essentiels pour qu'un recrutement se passe au mieux, des deux côtés. Alors, le point essentiel, c'est de toujours échanger avec la personne qui recrute, pour qui on recrute. Et de bien avoir en tête qu'on recrute pas pour nous, on recrute pour elle. De bien comprendre son besoin, de bien le challenger au départ. Ok, tu veux quelqu'un avec 5 ans d'expérience, mais ça veut dire quoi 5 ans d'expérience ? Qu'est-ce que la personne a de savoir faire concrètement ? Parce qu'on sait que y a des personnes, ça fait 10 ans qu'ils sont en poste et ils sont pas très bons. Oui. Au contraire, il y en a, ça fait 2 ans et ils sont déjà très performants. Donc, qu'est-ce que tu attends d'une personne avec 5 ans d'expérience ? Je veux qu'elle ait fait telle chose, telle chose, telle chose. Ok, donc ça c'est plus clair et ça me permet derrière de faire un tri de CV qui est plus intéressant, d'orienter l'annonce, d'avoir une annonce qui soit pertinente, qui parle pas à tout le monde parce que c'est pas le but de l'annonce. C'est vraiment en fait une annonce parfaite. Il y aurait qu'une seule réponse avec un candidat qui va jusqu'au bout et qui est engagé. Ça c'est l'annonce parfaite. Ça a repoussé tout le monde. Il y a une seule personne qui s'est reconnue dedans.
et elle signe. Ouais. Ça va être le premier point, c'est vraiment bien définir son besoin, ne pas hésiter à poser des questions, à bouger le manager qui donne des critères concrets. Ça va être le deuxième point, c'est d'avoir des critères vraiment concret, parce que par exemple dire je veux pas d'une femme, je veux pas quelqu'un de plus de 40 ans, etc. C'est pas des critères. Et ça devient discriminatoire aussi à ce moment-là. Alors déjà c'est discriminatoire, et en fait c'est surtout que derrière il faut aller chercher le critère, le vrai critère derrière. Typiquement, je veux pas une femme parce que derrière elle doit aller chercher ses enfants. Ok, mais en fait si elle a pas d'enfants, c'est pas un problème. Ouais. Et puis un père peut aussi aller chercher ses enfants. Donc en fait c'est pas que tu veux pas une femme, c'est que tu veux quelqu'un qui puisse être disponible le soir parce que ça va être nécessaire pour le travail. C'est plus la même chose. Ouais. Même pour avertir les personnes du coup que il faudra être disponible le soir jusqu'à 18h par exemple. Forcément s'ils ont une famille ça peut être compliqué. Mais on peut pas dire juste je veux pas d'une femme. Bien sûr. Et après, pour optimiser le recrutement, il faut penser tout simplement à tenir au courant ces candidats pendant tout le process, même si on n'a pas grand-chose à leur dire, pas les laisser dans le flou pendant des semaines sans savoir, parce qu'il n'y a rien de pire que d'attendre sans avoir de visu. Si je te dis bon, je te recontacte bientôt, Tiffaine, tu vas attendre. Tu sais jamais quand est-ce que je vais t'appeler. Alors que si je te dis, je te donne des nouvelles vendredi, et tu sais que vendredi, tu auras des nouvelles. Puis du coup, toi, ça te permet aussi de relancer de l'autre côté si tu n'as pas eu de nouvelles. Bien sûr. Donc, il y a cet aspect-là qui est très important et qui va permettre aussi de garder les candidats. Parce que si le candidat sans nouvelles pendant un temps, pendant 3 semaines par exemple, va dire je suis pas sélectionné. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui. J'ai pas eu de nouvelles pendant 1 mois et demi. Je me suis dit, je suis pas retenu pour le poste. Et au bout d'1 mois et demi, on me dit, félicitations, on va te retenu chaud. J'ai accepté autre chose depuis. Bien sûr. Ça fait 1 mois et demi, j'ai pas eu une nouvelle, rien. Tant pis. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est les 3 grands points pour optimiser ton recrutement très facilement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quelle est la place d'un recruteur dans une entreprise pour toi ? Alors, pour moi, c'est un point essentiel dans les entreprises qui cherchent à grandir, dans tout ce qui est les startups et compagnie. C'est vraiment essentiel parce qu'on sait que la croissance, pour eux, c'est vraiment quelque chose d'important. Ne pas réussir à recruter, ça veut dire qu'on va pas pouvoir remplir les objectifs, on va pas pouvoir mettre les gens en face des besoins. Et au contraire, rater un recrutement, ça peut mettre en péril tout un projet. Et la différence, c'est qu'un recrutement bien réussi, ça peut catapulter vraiment l'entreprise dans une autre dimension, alors qu'au contraire, le rater, ça peut vraiment la mettre en danger. Bien sur sûr, comme tu l'as ce genre dit. de phase. Après, sur des entreprises type PME, par exemple, le rôle là, c'est plus d'assurer, on va dire, le courant, en fait. Il n'y a pas cette pression d'augmenter tout le temps, mais il faut tenir les équipes quand même en nombre, etc. Veiller à ce que les équipes soient bien staffées, parce que ça aussi, c'est un problème qu'on peut rencontrer dans les PME, c'est que il y a quelqu'un qui part et du coup on avait prévu de recruter 4 personnes et en fait on se retrouve on n'est plus que 2 et du coup on est débordé et donc les personnes qui sont encore en poste elles commencent à être fatiguées, à être stressées, etc. Donc il y a vraiment cet aspect aussi bonne gestion de l'entreprise, en fait, de la santé de l'entreprise. Carrément. Et pour revenir justement sur les recrutements un peu plus classiques, on parlait avant d'expérience candidat. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as le souvenir d'une mauvaise expérience candidat ? Et aujourd'hui, en y repensant, tu ferais quoi pour y remédier ? Alors, j'ai des expériences candidats, j'en ai plein, des mauvaises. Typiquement, qui m'est revenue la dernière fois, j'habitais en Normandie à l'époque. On me fait venir donc pour un entretien à Paris. Donc pour moi, ça représente 3h30 de transport environ. Ouais. À tes frais en plus. Oui, à mes frais en plus. Donc j'étais étudiant. Voilà. Donc je fais 3h30 de transport. J'arrive. On me fait attendre pendant une bonne demi-heure avant de s'occuper de moi. Ouais. Et la personne qui devait me recevoir n'est pas là pour me recevoir, ne m'a pas averti, rien du tout. Du coup, c'est une autre personne qui me reçoit, qui n'a aucune idée de qui je suis, de ce que je fais là. Donc, je dois redéballer mon parcours, en fait. Et je commence à
à expliquer mon parcours, pourquoi je suis là, etc. Et au bout de 2 minutes, la personne m'arrête, me dit bon, je vous arrête, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça va pas le faire. Ah oui. Et là, je me dis mais comment ça? Elle me dit en fait, on a trouvé quelqu'un depuis lundi, mais on voulait vous laisser votre chance. Mais attends, si vous avez trouvé quelqu'un depuis lundi, vous pouvez me le dire, je serais pas venu. Ça fait 1 semaine que vous avez trouvé quelqu'un, je serais pas venu. Oui, mais on voulait vous laisser votre chance. Mais vous me laissez pas ma chance. Vous m'avez laissé 2 minutes pour expliquer mon parcours, par rapport à quoi vous évaluez ma compétence là du coup. Ah oui. Et donc l'entretien s'arrêtait là au bout de 2 minutes. Évalué sur ma présentation de mon parcours. Donc je sais pas du tout sur quoi j'ai été évalué. J'ai vraiment aucune idée. Voilà, donc j'étais très content d'avoir fait 7 heures de transport dans la journée, pour 2 minutes d'entretien. Je me doute. Et alors pour remédier à ça, tout simplement, il y a des basiques, j'ai envie de dire. Si la personne qui doit vous recevoir en entretien ne peut pas vous recevoir, soit elle décale le rendez-vous, c'est possible, soit au moins elle vous prévient que vous serez avec une autre personne, elle transmet le dossier, elle explique qui vous êtes, etc. Pas que vous arriviez comme un inconnu en fait, parce que vous êtes déjà dans un process, déjà rien que ça. Et après, c'est la mise en place d'un entretien qui soit structuré pour savoir sur quoi exactement la personne est évaluée. Parce que là, moi, j'aurais pu dire ah bah ouais, mais en fait vous avez fait de la discrimination parce que je suis pas de Paris et c'est pour ça que vous voulez pas me voir. Et ils auraient rien pour le prouver le contraire en fait. Ah oui. Donc ça c'est très dangereux aussi pour l'entreprise. Alors que si on met en place un entretien structuré, on dit bah non, voilà, il y avait tel point dont on avait besoin et vous êtes un petit peu en dessous, donc on peut pas continuer avec vous, ce genre de choses. Et ça va éviter énormément de mauvaises expériences. Ah bah carrément, et heureusement que maintenant il y a le visio aussi pour éviter de faire déplacer des personnes Il y a comme le ça. visio aussi, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ouais, je me doute, oui. Et moi je me posais une question. Est-ce que lors d'un recrutement, l'affect peut jouer des tours? L'affect qu'on porte à un candidat? Bien sûr. Bien sûr. Alors c'est pour ça moi j'essaye de mettre en place le plus possible l'entretien structuré pour ne pas être biaisé à ce niveau-là, parce qu'on a jusqu'à 180 biais qui interviennent dans nos décisions. Donc autant dire que quand quelqu'un dit qu'il est objectif dans sa décision, il ne l'est absolument pas. Donc oui, bien l'affect. Il y a énormément. De toute façon, l'entretien au feeling, c'est encore une pratique très répandue qui est maintenue par énormément de gens. Que j'ai moi-même, quand je cherchais un travail en tant que recruteur, j'ai été confronté à ça avec des personnes qui recrutaient au feeling en tant que recruteur, et moi ça me hérissait les poils un peu. Ouais, bah oui, parce que parfois la personnalité joue plus que les compétences. Ça peut être une bonne chose, mais bon. La personnalité, l'apparence, c'est pas comme si on voyait sur LinkedIn des histoires de jeunes filles qui ont été reçues par des vieux monsieur parce qu'elles étaient jolies, et derrière il y a eu des propositions qui étaient faites, etc. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent là-dedans. Et puis après on a, comme je disais, tout un tas de biais la personne elle me ressemble, elle est sympa, j'ai envie de prendre une bière avec elle, donc oui, mon avis est positif. Et c'est là où en fait on va faire la différence entre le bon candidat et le bon collaborateur, parce qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise en entretien, qui vont faire des blagues, qui vont être très aimables, etc. Mais qui, une fois sur le terrain, ne sont pas vraiment compétents, parce qu'en fait on leur a jamais posé la question de la compétence. On s'est juste dit il est sympa, j'ai envie de travailler avec. Et au contraire, il y a des gens qui sont beaucoup plus stressés, etc., qui ont beaucoup plus de mal à se mettre en avant aussi, notamment pour les femmes. C'est plus compliqué de se mettre en avant, de passer à côté d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, parce que pendant l'entretien, il était plus sur la réserve et on n'aura jamais évalué sa compétence, alors qu'elle était peut-être très très compétente sur le poste. Mais on n'en a aucune idée parce qu'on s'était ah non, j'ai pas aimé la couleur de sa chemise, j'ai pas aimé son sourire, j'ai pas aimé la façon dont elle parlait, ce genre de choses. Ouais, c'est désolant quand ça arrive. Ça arrive encore beaucoup, malheureusement. Malheureusement, on essaye de remédier à tout ça. Est-ce que, pour finir, t'as un conseil, un mot qui te tient à cœur? Un mot qui me tient à cœur bonne question.
Non, je pense juste qu'il faut que les gens qui recrutent se rendent compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les gens, en fait. On va tous plus ou moins passer au moins une fois devant un recruteur, normalement, à part les gens qui ont la chance de tout de suite lancer leur propre entreprise, mais sinon on va tous passer par là. Ça a quand même un sacré impact sur le moral des gens de sentir qu'on est traité comme juste comme un CV, en fait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est d'avoir vraiment l'impression d'être traité comme un CV, de ne pas être une personne et que un CV, ça n'a pas de vie, etc. Moi, j'ai une vie, en fait. Je peux pas... et ça, les décisions que les gens vont prendre ou le manque de communication va avoir un impact sur cette vie. Et il y en a beaucoup qui, alors, soit s'en fichent, soit en ont pas conscience, tout simplement. Donc, mon petit mot, c'est ça, c'est de bien avoir conscience des enjeux auxquels vous participez en tant que recruteur ou personne qui recrute. Oui. Merci beaucoup, Yann, d'avoir répondu à mes questions. Mais pas de souci, Tiffen, avec plaisir. Et à bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Cactus.